Bonjour, bienvenue au cours des probabilités et statistiques. Aujourd'hui, nous allons étudier les probabilités. De manière intuitive, nous avons tous une notion de probabilité qui est reliée en fait à la notion des chances. Quelles sont nos chances d'obtenir un résultat? La notion de probabilité dérive d'une certaine façon de celle des fréquences relatives. Par exemple, imaginons que nous avons une urne qui contient 10 boules. 3 sont des couleurs rouges, 4 des couleurs vertes, 2 des couleurs bleues et une des couleurs jaunes. Nous pouvons dresser un tableau dans lequel nous mettons la couleur et le nombre de boules des 7 couleurs qui se trouvent dans l'urne. En divisant le nombre de boules par le nombre total des boules, ici de 10, nous retrouvons la fréquence relative de chaque couleur parmi les boules. On obtient ainsi une probabilité. Par exemple, la probabilité d'une boule rouge est de 3 dixièmes. Bien entendu, cette définition intuitive, mais néanmoins naïve, est insuffisante lorsque nous souhaitons procéder à des développements ou des analyses mathématiquement fondées et disposant d'une assise scientifique plus solide. Pour cela, nous avons besoin d'une définition formelle, mathématisée et rigoureuse des probabilités. Cette définition a été donnée par un mathématicien russe, Kolmogorov, en 1933. Kolmogorov commence par introduire la notion de population ou d'univers. Par exemple, nous considérons la population des 10 boules. Traditionnellement, dans les études de probabilité, la population ou l'univers est noté oméga. La notion suivante est la notion d'événement. Un événement est un sous-ensemble d'oméga. Ainsi, un événement est un sous-ensemble de la population ou un sous-ensemble de l'univers. Chaque élément de la population est dit un individu. Traditionnellement, il est noté par un oméga minuscule. Un événement formé d'un seul individu est dit événement élémentaire. Nous allons définir les probabilités. Les probabilités sont définies sur les événements. Une loi de probabilité associe à chaque événement une valeur de probabilité. Ainsi, pour définir une probabilité, nous devons définir une fonction qui associe à chaque événement, à chaque sous-ensemble de oméga, une probabilité. Avec ces préalables, quelle est la définition donnée par Kolmogorov? Tout d'abord, rappelons qu'il existe un ensemble qui est formé de tous les sous-ensembles des oméga. Il s'agit de l'ensemble des parties d'oméga notées P de oméga. Ainsi, une probabilité est une application qui associe à un élément de P d'oméga un nombre réel.
Il s'agit d'une application P qui a pour domaine P de oméga et pour image des nombres réels. Cette application doit satisfaire quelques conditions. La première est que la probabilité doit être positive. La deuxième est que la probabilité de l'oméga tout entier doit être égale à 1. Enfin, la dernière propriété est que la probabilité de toute réunion d'ensembles disjoints est égale à la somme des probabilités de chacun des ensembles. Nous disons alors que la probabilité est énumérablement additive. Il s'agit donc d'une fonction positive énumérablement additive est telle que P de oméga égale à 1. À partir de la définition de Kolmogorov, on peut montrer l'ensemble des propriétés traditionnelles des probabilités. Par exemple, on peut démontrer que la probabilité de l'ensemble vide est égale à 0. On peut aussi montrer que la probabilité de la différence A moins B est égale à la probabilité de A moins la probabilité de A intersection B. On obtient alors la formule classique de la probabilité de A réunion B, qui est égale à probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A intersection B. La probabilité de l'ensemble complémentaire de A est égale à 1 moins la probabilité de A. Si E est un sous-ensemble de F, alors la probabilité de E est inférieure ou égale à la probabilité de F. Et de nombreuses autres propriétés des probabilités. Il faut noter que la définition de Kolmogorov est très générale. Elle nous permet de manipuler des ensembles oméga, des populations formées d'individus très variés. Par exemple, nous pouvons considérer des nombres réels. Donnons un exemple. Soit oméga égale à l'intervalle 0,1. Une partie de oméga est un intervalle ou une réunion d'intervalles. Commençons par un intervalle. Si nous considérons un événement, c'est-à-dire un sous-ensemble de 0,1, donné par AB, l'intervalle AB, nous définissons la probabilité de ce sous-ensemble comme étant B-A. Considérons, par exemple, l'événement x inférieur à 1 tiers. L'ensemble des x qui vérifie cette condition est l'intervalle 0,1 tiers. Appliquant la définition, nous voyons que la probabilité de cet événement est égale à 1 tiers moins 0, soit 1 tiers. Considérons un deuxième événement, x au carré supérieur à 1 neuvième. L'ensemble des x qui vérifie cette hypothèse est 1 tiers 1. Cet intervalle est le complément de l'intervalle 0, 1 tiers. Donc, nous avons la probabilité égale à 1 moins 1 tiers, soit 2 tiers. Prenons maintenant comme événement racine de x inférieure à 1 demi. L'ensemble des x qui vérifient cette inégalité est 0, 1 quart. Donc la probabilité est 1 quart moins 0 égale à 1 quart. Une
Enfin, considérons l'ensemble des nombres rationnels dans l'intervalle 0,1. Cet événement a une probabilité nulle. Voici une situation intéressante. Un événement non vide qui possède une probabilité nulle. En probabilité, un événement dont la probabilité est égale à 0 est dit négligeable ou alors presque impossible. De manière réciproque, un événement dont la probabilité est égale à 1 est dit événement presque sûr. Nous venons de voir un événement presque impossible. Il s'agit d'avoir un nombre rationnel parmi les nombres réels de l'intervalle 0,1. L'événement complémentaire consiste à trouver un nombre irrationnel. Cet événement est presque sûr. Il faut faire attention à la terminologie. Presque impossible ne veut pas dire impossible. De même, presque sûr ne veut pas dire sûr. Comme nous l'avons vu, pour définir une probabilité, il faut associer à chaque partie de oméga une valeur de probabilité, c'est-à-dire un nombre compris entre 0 et 1. Nous avons donc besoin de définir la valeur de la probabilité sur une quantité éventuellement infinie des sous-ensembles d'oméga. Par exemple, si on considère oméga comme étant l'intervalle 0,1, nous avons une infinité de sous-ensembles. Donc, la manière pratique de définir une probabilité ne passe pas directement par la définition de Kolmogorov. Le plus souvent, on utilise une fonction de masse. Il existe deux situations qui correspondent à deux manières différentes de définir une fonction de masse. La première, c'est le cas discret, où la population est formée d'un nombre fini d'individus, éventuellement très grand, mais fini, ou alors dénombrable, par exemple les nombres entiers. Dans ces cas, la fonction de masse définit la probabilité pour un élément de la population. Il s'agit donc d'une fonction mu de oméga qui définit la probabilité d'un événement élémentaire associé à la population. Nous choisissons un individu oméga et nous lui associons une valeur de probabilité. Sur le plan mathématique, cette procédure consiste à définir une masse de Dirac. L'autre situation est celle des intervalles des nombres réels. Dans ce cas, la fonction de masse définit la probabilité pour un élément d'oméga de la population, c'est-à-dire un intervalle infinitésimal. Comme dans le cas précédent, la fonction de masse est notée mu de oméga, mais vous trouverez dans les livres aussi la notation P de d oméga où P de oméga appartient à d oméga. Considérons un exemple simple. Une pièce peut donner pile ou face. L'univers est formé de deux éléments, pile ou face. Pour
définir la fonction de masse, nous devons définir la valeur du mu pour h et pour t. Considérons mu de h égale à p. T est l'événement complémentaire de h. Donc, nous avons mu de t égale à 1 moins p. Nous avons alors introduit deux masses de Dirac. Reprenons notre exemple avec l'urne qui contient 10 boules colorées. 3 rouges, 4 vertes, 2 bleues, une jaune. Nous avons déjà défini les fréquences relatives. Ici, l'univers est formé de tous les individus de la population, c'est-à-dire les 10 boules que nous allons numéroter de 1 jusqu'à 10. Comme nous l'avons déjà observé, définir une probabilité à l'aide d'une fonction de masse revient à définir une probabilité pour chaque élément de la population. Par exemple, nous pouvons poser que cette probabilité est égale à 1/10 pour chacun des éléments de la population. Introduisons les couleurs maintenant. Notre population est formée de 3 boules rouges, R1, R2, R3, 4 boules vertes, V1 à V4, 2 boules bleues, B1, B2 et une boule jaune, J1. Considérons l'événement boule rouge. Cet événement correspond à un sous-ensemble de oméga, les sous-ensembles R formés des éléments R1, R2, R3. La probabilité d'R est alors la somme des probabilités ou des fonctions de masse correspondant aux éléments qui forment R. P de R1 plus P de R2 plus P de R3. Comme chacune de ces probabilités vaut 1/10, le résultat est 3/10. Considérons maintenant oméga comme étant un intervalle AB. Dans ces cas, une fonction de masse peut être définie par une fonction mu positive telle que son intégrale de A jusqu'à B est égale à 1. Par exemple, nous pouvons prendre mu d'oméga égale à 1 sur B moins A, une constante. Dans ces cas, la probabilité d'un sous-intervalle alpha-bêta est égale à bêta moins alpha sur B moins A. Nous pouvons aussi considérer mu d'oméga égale à exponentielle d'oméga divisé par exponentielle de B moins exponentielle de A. Dans ces cas, la probabilité du sous-intervalle alpha-bêta est égale à exponentielle de bêta moins exponentielle d'alpha divisé par exponentielle de B moins A. La masse de Dirac est un outil mathématique qui permet d'unifier les cas discrets et les cas continus. Par exemple, considérons oméga égale à R et la loi de probabilité suivante. La probabilité de l'individu A est égale à 1, ce qui veut dire que la probabilité de tout autre individu est égale à 0. La fonction de masse associée à cette loi de probabilité est une masse de Dirac. Nous l'écrivons delta de oméga moins A. L'intégrale de delta sur un sous-intervalle alpha-bêta donnera 0 si A n'est pas dans l'intervalle. Elle donne 1 si A est à l'intérieur de l'intervalle et vaut 1/2 si A est une des extrémités de l'intervalle.
De même, si à la place d'avoir un seul point A, nous avons plusieurs points, n points, A1 jusqu'à An, telle que la probabilité d'AI égale à P1 d'ici, nous pouvons alors considérer une somme des masses de Dirac. C'est ainsi que les masses de Dirac donnent un cadre commun au cas discret et continu. Une autre notion importante dans les probabilités est la notion de probabilité conditionnelle. Traditionnellement, on la note P d'A avec une barre B. On dit alors qu'il s'agit de la probabilité d'A sachant B ou probabilité d'A conditionnelle à B. La définition de la probabilité conditionnelle est celle-ci. Lorsque la probabilité de B est strictement positive, on la définit comme étant probabilité d'A intersection B divisée par P de B. Lorsque la probabilité de B est égale à 0, cette probabilité vaut 0. Reprenons notre exemple avec l'urne contenant des boules colorées. Comme nous l'avons déjà observé, notre univers est composé de 10 boules. Considérons l'événement suivant. On tire simultanément deux boules. Une des deux est rouge. Quelle est la probabilité pour que l'autre soit bleue? Il faut noter que nous ne savons pas si c'était la première ou la deuxième qui était rouge. Le calcul de cette probabilité est un calcul de probabilité conditionnelle. Ici, nous considérons l'événement A, une des deux boules est bleue, et l'événement B, une des deux boules est rouge. L'intersection de ces deux événements est une boule rouge, une boule bleue. Calculons la probabilité d'une boule rouge et une boule bleue. On peut décomposer cette probabilité en deux. Soit la rouge est la première, soit elle est la seconde. Dans les premiers cas, une boule rouge en premier et une boule bleue en seconde, la probabilité est de 6/90. La probabilité d'une bleue suivie d'une rouge est identique. Donc, la probabilité d'une boule rouge et une boule bleue est l'addition de ces deux probabilités qui me donne 12/90. C'est-à-dire, la probabilité d'A intersection B est égale à 12/90. Calculons à présent la probabilité de tirer une boule rouge sur les deux qui sont tirées. Il peut se passer que les deux boules tirées soient rouges. La probabilité de cet événement est 6/90. Nous pouvons aussi tirer une boule rouge en premier et après une boule d'une autre couleur qui est rouge. Dans ces cas, la probabilité est 21/90. Et la probabilité pour qu'une boule soit rouge en second et la première ne soit pas rouge est identique. Donc, la probabilité d'au moins une boule rouge sur les deux est l'addition de ces chiffres, c'est-à-dire 48/90. C'est-à-dire, la probabilité de l'événement A est de 48/90.
Ainsi, la probabilité du B conditionnel à A est égale à la probabilité d'A intersection B divisé par P d'A, c'est-à-dire 12/90 divisé par 48/90. Le résultat est égal à 1/4. Notons que la définition de la probabilité conditionnelle nous permet d'écrire une égalité concernant la probabilité de l'intersection d'A et B, que voici. Probabilité d'A intersection B égale la probabilité d'A conditionnelle à B qui multiplie la probabilité de B. Bien entendu, nous pouvons aussi échanger les rôles d'A et B et écrire que cette probabilité vaut aussi P de B conditionnel à A qui multiplie P de A. Nous obtenons ainsi une égalité. P de A conditionnel à B qui multiplie P de B est égal à P de B conditionnel à A qui multiplie P de A. Nous pouvons donc écrire que P de A conditionnel à B est égal à P de B conditionnel à A qui multiplie P de A divisé par P de B. Cette formule est très connue en théorie des probabilités. Il s'agit de la formule de Bayes. Cette formule sert à inverser des causalités. Lorsqu'on connaît probabilité d'A sachant que B, on peut essayer d'inverser pour obtenir probabilité de B sachant A. Par exemple, considérons cette situation. Les essais d'un test de dépistage d'une maladie donnent les résultats suivants. La probabilité d'un résultat positif pour quelqu'un qui est malade est 98%. La probabilité d'un faux positif, c'est-à-dire de considérer malade quelqu'un qui ne l'est pas, est de 1%. Et la maladie affecte 1% de la population. Quelle est la probabilité pour qu'une personne testée positive soit effectivement malade? Pour formaliser ces problèmes, considérons l'événement A, la personne est malade. Les données nous indiquent que la probabilité de l'événement A est égale à 1%. Considérons l'événement B. La personne a été testée positive. Deux cas peuvent se présenter. Elle a été testée positive et était effectivement malade, ou elle était testée positive mais elle n'est pas malade et il s'agit d'un faux positif. Si elle a été testée positive et était malade, il s'agit de l'intersection de A et B. La formule de la probabilité conditionnelle m'indique que P de A intersection B est égal à P de A qui multiplie P de B conditionnel à A, c'est-à-dire la probabilité pour que cette personne soit malade multipliée pour la probabilité d'avoir un résultat positif au test sachant qu'elle est malade, c'est-à-dire 0,01 qui multiplie 0,98. L'autre possibilité était d'un test positif sur une personne non malade. Nous avons ici l'intersection du complémentaire d'A avec B. A, ce sont les personnes malades. Les complémentaires d'A, ce sont les personnes non malades. Donc, il s'agit bien des complémentaires d'A intersection B. Faisons appel, encore une fois, à la formule de la probabilité conditionnelle. Nous avons l'égalité
entre cette probabilité et probabilité du complémentaire d'A, probabilité d'IB conditionnelle au complémentaire d'A, c'est-à-dire la probabilité d'une personne non malade, 99%, fois la probabilité d'un test positif pour une personne non malade, 0,01. En résumé, la personne peut être testée positive avec une probabilité qui est l'addition de ces deux chiffres, c'est-à-dire 0,0197. C'est-à-dire la probabilité de l'événement B est égale à 0,0197. Nous pouvons alors appliquer la formule de Bay et nous avons les résultats qui est 0,4975, environ 50%. Donc, la probabilité pour qu'une personne testée positive soit effectivement malade est d'environ 50%. La formule de Bayes se généralise. Nous pouvons considérer la population divisée en n sous-groupes disjoints, H indicien jusqu'à H indice n. Nous connaissons la fraction qui correspond à chacun des HI, c'est-à-dire probabilité des HI. Et nous connaissons la probabilité d'A conditionnelle à HI. Nous souhaitons inverser les rôles entre A et HI, passer de P d'A conditionnel à HI à P d'HI conditionnel à A. Pour cela, nous partons de la probabilité d'A, qui est la probabilité de la réunion des intersections de A avec chacun des HI. Étant donné que tous les HI sont disjoints, les intersections A intersection HI sont elles aussi disjointes. Et le fait que la probabilité soit énumérablement additive nous donne que la probabilité d'A est la somme des probabilités de A intersection HI. En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle, nous obtenons que P de A s'écrit sous la forme somme de P de HI, P de A conditionnel à HI. Chacun des éléments dans cette formule est une des données, de façon que nous pouvons calculer P de A. D'autre part, P de HK conditionnel à A est égal à P de A intersection HK divisé par P de A. Et P de A est donné par la formule que nous venons de déterminer. Nous avons donc P de HK conditionnel à A égale à P de HK qui multiplie P de A conditionnel à HK divisé par P de A. Dans cette formule, toutes les valeurs sont connues. Nous pouvons donc écrire que la probabilité conditionnelle P de HK conditionnel à A est égale à P de HK qui multiplie P de A conditionnel à HK divisé par la somme des P de HI qui multiplie P de A conditionnel à HI. Cette formule est connue sous le nom de formule de Bayes généralisée. La notion de probabilité conditionnelle nous permet aussi de parler d'événements indépendants. Nous dirons que deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de leur intersection est égale au produit de leur probabilité. Notons que la formule de la probabilité conditionnelle indique que P de E conditionnel à F est égal à P de E et P de F conditionnel à E est égal à P de F. Ceci veut dire
que les informations apportées par F n'ont aucune influence sur l'événement E et réciproquement. Il est temps de passer à la pratique. Merci, au revoir.